Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les voix de la politique. Les voix de la politique, c'est jusqu'à 20h avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. C'est aux éditions Heredium. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Nicolas, bonsoir à vous. Sébastien Ley qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sébastien, entrepreneur, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Nouvel échec donc pour Éric Zemmour. Dans le Var, le candidat a été éliminé dès le premier tour. Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes, mais nous venons de poser un drapeau dans chaque circonscription de France. Les résultats de ce premier tour indiquent que Reconquête est désormais présent partout en France. Et pour cela, je veux remercier chacun des Français qui a mis un bulletin Reconquête dans l'urne. Vous avez eu raison de voter pour le seul parti qui vous défende et défend notre pays. Voilà, Éric Zemmour, donc éliminé dès le premier tour de ces législatives, tout comme l'ensemble des candidats de son parti Reconquête d'ailleurs. Reconquête a-t-il un avenir dans le paysage politique? Vous votez sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio, et puis surtout vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir. Tiens, je commence avec vous Nicolas Corato. Quel avenir pour... Alors Éric Zemmour et son parti Reconquête, est-ce qu'il peut peser dans les 5 ans à venir dans le paysage politique français? Sans député à l'Assemblée, est-ce que c'est possible? C'est compliqué quand on n'a aucun mandat, ce qui est le cas quasiment du parti Reconquête, peut-être à part les gens qui l'ont rejoint et qui avaient des mandats en cours d'exercice. C'est difficile également quand on a fait le constat de l'échec de l'impasse politique qu'a été la candidature d'Éric Zemmour jusqu'à Saint-Tropez. C'est-à-dire que de Paris à Saint-Tropez, on est dans le même échec. Et puis on peut même aller plus loin. On peut mettre au crédit d'Éric Zemmour d'avoir facilité finalement la réélection d'Emmanuel Macron, parce que Éric Zemmour n'a pas imposé son thème, n'a pas imposé son échéancier politique, mais il a permis de fracturer durablement la droite, de fracturer l'extrême droite et de faciliter d'une certaine manière la nouvelle combination de Monsieur Macron pour effectivement, après avoir détruit la gauche, détruire la droite. Donc il est comptable de ça. Est-ce que finalement il n'a pas déçu les Français? Éric Zemmour était très bien parti à l'automne, en novembre, évidemment sur le thème de la sécurité et de l'immigration. Moi je connais beaucoup de gens qui voulaient voter pour lui, puis qu'au bout de quelques semaines... Je me demande s'il n'a pas beaucoup déçu les médias, plutôt que les Français. On ne voit plus beaucoup, c'est sûr. Et tout un tas de médias qui avaient vendu beaucoup d'audience, beaucoup de pages de publicité et beaucoup de papiers en pariant sur le phénomène Zemmour, et qui se sont retrouvés finalement face aux Français, un peu dépourvus quand la bise fut venue, et que les Français ont voté. Et les Français, manifestement, n'ont pas retenu ce que les médias leur avaient vendu pendant des mois. Sébastien Ley, vous êtes d'accord avec Nicolas Corato? En la matière, l'élection législative n'a été que la continuité de son échec à la présidentielle. Pour moi, Éric Zemmour a commis cette erreur de croire que l'on devait rebâtir la droite en France, et une droite hors les murs, uniquement sur le fait identitaire. C'est dans cela qu'il a peut-être déçu les électeurs, mais c'est vrai que sa candidature est apparue de moins en moins transgressive, y compris pour les médias. La voie qui s'offrait à lui, pour moi, très clairement, il y a 6 mois, c'était celle d'émuler les autres droites populaires, voire populistes dans d'autres pays, en Italie, en Angleterre ou en Allemagne. Et là, il avait peut-être, sur une droite populiste, la capacité de transgresser et d'aller au-delà des clivages politiques. Or, il s'est enfermé dans un créneau qui existe, qui était celui peu ou prou de LR version 2019, version Bellamy-Wauquiez, et on sait ce que ça vaut dans l'électorat français. Donc, il n'y a pas de surprise au niveau de la législative. Pour autant, je crois qu'à mon avis, l'opération Reconquête en tant que tel est un échec, ce qui me désole aussi, parce qu'on a tous des amis qui militent dans ce parti et qui y croient, et je pense qu'il y a des gens de valeur. Il va falloir savoir comment la droite classique en particulier, parle à ces gens, ces cadres qui sont parfois des anciens cadres de LR ou de partis plus classiques. S'agissant de lui-même et de son existence politique, à mon avis, elle n'est pas remise en cause, parce que les gens n'attendaient pas d'Éric Zemmour d'être un député. Il aurait été un député isolé, voire esseulé un petit peu à l'Assemblée nationale tout seul. Il existe par son magistère médiatique. Donc, soit ce magistère médiatique continue par ses livres, des émissions, des apparitions médiatiques, et il continuera à jouer un rôle, même si c'est le rôle de quelqu'un qui est à 4 ou 5%, mais c'est toujours une boussole dans le paysage politique français, ou il s'entête dans des opérations électorales qui se sans lendemain comme celle-là, ou des récupérations de gens du RN, et ça s'effondrera, ou le parti disparaîtra au cours des prochaines années. Ouais. C'est encore possible, après ces législatives, Nicolas Corato, une union de la droite?
Ou c'est totalement fini, totalement enterré En politique, tout est toujours possible, et puis ça dépend beaucoup des circonstances, mais ça dépend ce que vous appelez union de la droite. Moi, si c'est l'union de la droite avec l'extrême droite, je pense que c'est illusoire. Et je le souhaite d'ailleurs. Si c'est l'union de la droite façon UMP, ça pourra revenir un jour quand la droite aura réussi à dissoudre le macronisme. C'est peut-être le rêve ultime d'Édouard Philippe de réunir la droite, mais c'est pas le même procès et le même projet que celui de M. Zemmour. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant, Éric Zemmour, selon vous, Sébastien Lier? Alors beaucoup disent depuis son élimination hier sur les réseaux sociaux, il va redevenir éditorialiste. Il peut redevenir éditorialiste, Éric Zemmour? Non, je ne crois pas. Je fini. crois que la télé classique ne lui fera plus sa place. Il peut continuer à avoir son magistère médiatique par ses livres, ses ouvrages, l'auto-édition, il avait déjà commencé. Peut-être une chaîne YouTube, un média alternatif, ça c'est parfaitement possible. Hein. Parce que 5 ans, ça va être long, Nicolas Corato. Ça va être long, et surtout ce qui va le gêner, c'est qu'il y a finalement très peu d'élections intermédiaires. La seule élection intermédiaire, c'est dans 2 ans, ce sont les européennes. Alors le sujet peut l'aider sur le thème de la souveraineté. En même temps, le mode de scrutin ne va pas l'aider, à moins qu'il prenne lui-même à nouveau la tête de la liste. Mais sinon, on ne voit pas très bien quelles sont les personnalités qu'il pourrait mettre. Je pense que le gros problème qu'il va avoir aussi, c'est que peut-être que l'avenir de Reconquête, c'est de revenir au bercail d'une droite plus classique, qui en tout cas, il y a 20 ans, intégrait encore des éléments, même si c'était probablement les éléments les plus à droite, similaires à Éric Zemmour. Mais pour que ça soit possible, il faudrait qu'au préalable, il se débarrasse de tous les transfuges du RN. Alors, il a eu, au niveau des figures mises en avant, beaucoup plus de gens du RN, finalement, que de personnalités venues de la droite classique. Donc, c'est là où est la difficulté. Il n'échappera pas à une purge du parti et une forme de repositionnement au cours des prochaines années. Reconquête a-t-il un avenir dans le paysage politique français? Vous continuez de voter sur le compte Twitter de Sud Radio, puis vous nous appelez 0826 300 300. Gérald est avec nous. Bonsoir, Gérald. Oui, bonsoir à tous. Vous nous appelez de Montpellier. Bienvenue, Gérald. Merci. Alors, on vous écoute, Gérald. Alors oui, pour moi évidemment, Reconquête va continuer dans sa ligne telle qu'elle était aujourd'hui. Il ne va pas abandonner son parti comme ça, ne serait-ce que pour respecter évidemment ses électeurs, mais aussi pour respecter ses idées et telles qu'il les a aujourd'hui. Moi, je suis un électeur évidemment de Reconquête, même plus à côté de ça, puisque j'étais suppléant d'un candidat sur une de mes circonscriptions. On sait que évidemment Éric Zemmour va recontinuer à pouvoir rendre la force de son parti dans ses futurs et dans ces futurs mois qui vont arriver. On va évidemment intervenir dans les différentes activités. On sait d'ores et déjà qu'en septembre ça risque d'être un petit peu chaud, donc ça va nous permettre de pouvoir rebondir là-dessus, etc. On va tout faire pour exister à ce niveau-là. Je sais que même demain, s'il n'est pas possible de pouvoir avoir une alliance avec le RN, de toute façon, on nous a mis des barrages là-dessus. On le voit, Marine Le Pen aujourd'hui ne veut pas, elle peut partir toute seule, elle veut avoir une parce que déjà en fait son parti comme une société. Elle a la chance de pouvoir demain avoir au moins entre 20 et 40 députés, ce qui va lui faire un petit peu d'argent pour rembourser ses dettes évidemment, et pendant ces 5 prochaines années. Après, nous verrons l'opposition qu'elle apportera auprès d'Emmanuel Macron. On reste fébrile là-dessus. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous, Gérald? On nous a considéré comme un RN bis, en fait, tout simplement. Le parti Reconquête, je pense qu'il a été peu reconnu par différents types d'électeurs qui ne savaient pas qui on était. Vraiment, je pense. Et certains, en fait, électeurs croyaient avoir voté pour nous alors qu'ils ont voté pour le RN. Vous voyez, par exemple, parce il y avait des visages évidemment qui étaient inconnus dans les différentes circonscriptions, parce que quand on va au vote législatif, on vote évidemment pour une étiquette et pas pour la personne en premier temps, qui est aujourd'hui présentée dans différents bureaux. Et donc voilà, bon, en fait, la majorité des candidats NUP sont pas très connus non plus. Ouais, mais voilà. Vous voyez, pour le coup, ils ont voté pour un parti, ils sont arrivés premiers, et c'est bien dommage, mais bon, on verra si l'opposition sera très forte ou s'il y aura une alliance avec Emmanuel Macron. Nicolas, restez avec nous, Gérald. Nicolas Corato, vous avez entendu ce qu'a dit Gérald, on nous a considéré comme un RN bis. Reconquête a eu un vrai problème d'identité, de positionnement. Manifestement, en tout cas, les résultats le démontrent. Est-ce que c'est la confusion avec le Rassemblement national? Peut-être.
je me demande si c'est pas aussi l'outrance et je vais le dire ici, la caricature à laquelle a donné lieu Éric Zemmour pendant la campagne. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on peut être de droite extrême ou d'extrême droite et rester peut-être, j'imagine, un peu républicain. Et je pense que certains passages de la campagne ont y compris choqué des électeurs qui étaient prêts à voter pour Éric Zemmour. Vous le tenez pour responsable, Gérald, vous le tenez pour responsable, Éric Zemmour, de cet échec? Non, pas du tout, parce que si on remarque... Parce que lui, il l'a dit, Éric Zemmour, hein. Il a dit, j'ai fait des erreurs. Oui. Non, mais je peux l'entendre. Il a fait des erreurs, évidemment, comme en parlant de l'Ukraine, etc. Mais si on remarque, évidemment, l'actualité qu'il y a pu avoir sur ce mois-là, législative, qui a été quand même assez forte, on peut voir, par exemple, ce qui s'est passé au Stade de France lors de la Ligue des Champions. On peut voir aussi, pendant les dernières semaines qui ont suivi les législatives, il y a eu quand même des meurtres qui sont arrivés, notamment, je suis désolé, mais notamment à Mulhouse, sur cette pauvre dame où 3 Algériens immigrés, on sévit auprès d'elle. Après, il y a eu aussi un égorgement aussi qui s'est fait dans une école devant ce papa qui était venu chercher ses enfants. Donc c'est une actualité quand même qui était assez brûlante, qui a marqué quand même ce qu'a pu positionner Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle et pendant aussi les législatives. Donc on ne peut pas dire ce qu'il a dit. Ok, on peut comprendre que ça puisse faire peur à certains types de lecteurs, mais je veux dire, l'actualité est brûlante et elle l'a prouvé par rapport à ce qu'il a mis en avant sur cette élection présidentielle et encore sur ces législatives. Donc, on va voir dans les prochains mois ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, on a une France qui va s'appauvrir par la crise économique, donc et qui risque évidemment de s'élever par la violence. Moi, personnellement, j'ai très peur de ce qui peut se passer, évidemment, sur les mois et les années à venir dans notre pays. Alors après, est-ce que Éric Zemmour aura raison dans le futur? Il a eu raison par le passé, tout s'est produit aujourd'hui. On verra demain, encore une fois, comment l'opposition, face à Macron, pourra nous défendre. Je parle évidemment de la NUPES et je parle évidemment aussi du RN. Voilà, donc on verra. Sébastien Lé, quelle a été l'erreur d'Éric Zemmour? Trop dans la caricature, comme le disait Nicolas Corato, en boucle sur un seul thème qui est la sécurité et l'immigration. Je sais que plusieurs cadres de Reconquête le pressaient de parler pouvoir d'achat, par exemple, chose qu'il a fait très tard. L'échec fondamentalement d'Éric Zemmour, il n'est pas uniquement stratégique et tactique, il est aussi fondamentalement intellectuel. Je réitère mon analyse préliminaire, c'est de faire ce faux diagnostic sur la société française en pensant que le thème identitaire, qui est un thème important, pouvait comme ça expliquer tous les défauts de la société française. C'est faux et votre intervenant a pointé des faits divers qui sont réels, mais pas tous les Français en font forcément l'analyse. Que la plupart des Français, je dirais 95%, les dénoncent bien évidemment et sont en colère face à ces faits, mais ils n'en font pas tous une interprétation identitaire. Or, c'est votre intervenant lui-même qui l'a dit, au cours des prochains mois, il va y avoir des sujets économiques. Je suis avant tout un économiste qui s'exprime dans le débat public. Oui, il va y avoir de vrais sujets économiques sur l'inflation, sur le pouvoir d'achat, mais comme ce ne sont pas des thèmes qu'Éric Zemmour a présentés, ce ne sont pas des thèmes où il est écouté ni lui, ni aucun cadre de Reconquête. Ne me dites pas que M. Pelletier, Nicolas B ou même Marion Maréchal-Le Pen sont des voix écoutées sur les sujets économiques et sociaux. Eh bien, il ne va pas en profiter. Et d'ailleurs, là, on en revient à la question de la NUPES, de l'Alliance de la gauche. Même s'ils présentent pour moi ce que je considère comme de fausses solutions, ils sont au moins sur les thématiques. Et donc, comme ils sont sur les thématiques, ils arrivent toujours à capter une partie de la frustration des Français sur ces sujets-là. Éric Zemmour et Reconquête ne profiteront pas de ces thématiques-là au cours des prochains mois, sauf si on devait voir, du fait de ces problèmes économiques ou d'autres sujets, je ne sais pas, des émeutes dans les banlieues ou autres. Et ça ne s'est pas produit au cours des 6 derniers mois pendant la campagne présidentielle et celle des législatives. Donc le contexte ne leur est pas du tout favorable. En une minute, Nicolas Corato, si vous étiez un conseiller politique, qu'est-ce que vous conseillerez à Éric Zemmour pour ces 5 prochaines années? Je veux bien me livrer à l'expérience, mais c'est une expérience de pensée, parce que je ne serai jamais le conseiller politique d'Éric Zemmour, ni d'un quelconque élu de Reconquête. Je lui conseillerais peut-être de revoir son diagnostic, et de s'interroger sur le diagnostic qu'il a posé de la société française. Parce qu'au final, ce qui donne tort également à Éric Zemmour,
c'est la crise en Ukraine. C'est-à-dire finalement les Français, y compris ses propres partisans, sympathisants, se rendent compte qu'il s'est trompé sur tout. Le danger ne vient pas du Sud, il vient de l'Est. Le danger ne porte pas le voile, il est orthodoxe. La guerre de civilisation ne se produit pas avec les pays du Maghreb, mais elle se produit avec un pays autrefois frère qui s'appelle la Russie. Bref, Éric Zemmour s'est complètement trompé d'analyse géopolitique. C'est ce qu'a révélé notamment la crise en Ukraine. Donc oui, il faut qu'il revoie son diagnostic. Et s'il veut continuer sur des pistes identitaires, eh bien qu'il les choisisse ailleurs. Ouais. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes. Restez avec nous. Merci à vous. Merci Gérald d'avoir débattu avec Nicolas Corato et Sébastien Ley. L'abstention record dans un instant en premier tour des législatives. 52,51% des inscrits sur les listes électorales ne sont pas allés voter hier. Le divorce est-il consommé entre les Français et la classe politique? Tiens, les Français sont-ils désenchantés? 0826 300 300. J'attends vos réactions Twitter, YouTube pour voter. On en débat dans quelques minutes avec Nicolas Corato et Sébastien Ley. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les voix de la politique. Les voix de la politique, c'est jusqu'à 20h avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, avec Sébastien Ley, entrepreneur, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Abstention record législative, 52,51% abstention qui ne cesse de progresser depuis le scrutin de 1993. Tiens, petit retour en arrière, 31% des inscrits étaient allés voter cette année-là, 51,3% il y a 5 ans, en 2017. C'est parmi les jeunes et les catégories populaires qu'elle est la plus forte. Le divorce est-il consommé entre les Français, la classe politique? Vous votez sur les réseaux sociaux, vous dites oui à 72%, et puis vous réagissez. J'attends vos réactions au 0826 300 300. Tiens, une première réaction, Sébastien Ley, sur cette abstention record, 52,51%, un point de plus qu'il n'y a 5 ans. Il y a deux traits saillants en fait. Cette élection, c'est une désaffection civique. Ça, c'est pas étonnant, Il y a eu peu d'enjeux pendant la présidentielle, et donc il y a l'effet locomotive de la présidentielle était encore moins présent qu'en 2017. Et il y a aussi une fragmentation partisane, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'écuries, il n'y a plus de vrais partis avec de vrais choix partisans, il y a quelques personnalités que les gens connaissent, alors il faut préciser d'ailleurs qu'Éric Zemmour ne fait pas partie de ces personnalités reconnues. Les personnalités reconnues, c'est Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, et on vote pour des noms d'écuries qui ne cessent de changer. On voyait que les changements Front National, Rassemblement National, En Marche, Ensemble, France Insoumise, Newps, ça ne change pas les gens parce qu'en fait, ils votent pour des têtes d'affiche. Et quand il n'y a pas une tête d'affiche, comme c'est le cas pour LR ou Reconquête, ils n'arrivent pas à avoir une sorte de sociétatiste pour un parti particulier. Donc, le score est très faible. C'est ce que j'appelle la fragmentation partisane. Sur l'abstentionnisme, il a été largement commenté. Manque d'enjeu des élections législatives. Les Français sentent que le pouvoir ne se situe plus dans le Parlement. Ils le disent eux-mêmes. Le législatif est simplement à la traîne et à la remorque de l'exécutif. Tout se fait à l'Élysée. Donc ça, c'est une tendance sourde. Ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Ça a déjà plusieurs décennies. Mais Emmanuel Macron a accéléré le processus. Il a accéléré l'hyper-personnalisation du pouvoir que l'on trouve dans toutes les démocraties occidentales, mais encore plus en France, avec ce que d'aucuns appellent la monarchie présidentielle. C'est notre système républicain, mais qui est de moins en moins républicain. Et donc, qui fait qu'à la limite, même s'il y a aussi une progression de l'abstention, les gens s'intéressent à la présidentielle, mais derrière, il n'y a aucun intérêt pour la législative. Pendant 5 ans, qu'est-ce qu'on a dit les députés à l'Assemblée, malgré la majorité pléthorique d'Emmanuel Macron? On a parlé de majorité Playmobil ou de députés Playmobil. Donc, on va en parler probablement, mais ça risque d'être pire cette fois-ci, ou plutôt différent. C'est peut-être le fait d'avoir une majorité relative un peu introuvable qui va peut-être rôner finalement de l'intérêt au Parlement ou au débat au Parlement, et peut-être la virulence aussi de la première opposition, qui est celle des mélenchonistes. Ouais. Vous êtes d'accord, Nicolas Corato? Il n'y a pas eu de campagne aussi, aucune campagne, ça y fait. Ouais. Oui, je reprends ces éléments. Je pense qu'il y a peut-être une nouveauté dans cette campagne, c'est que, et ça suit la présidentielle, pour moi, on entre dans une phase de suffrage censitaire de fait, et assumé, y compris par les électeurs. Avec cette idée qu'à force de tout dépolitiser, dépolitiser l'action publique, dépolitiser les ministères, dépolitiser le Parlement, dépolitiser le parti politique dont il est responsable, Emmanuel Macron finalement a dévitalisé la vie démocratique et a conduit plus de la moitié des électeurs à ne pas trouver d'intérêt à un vote politique, à participer à la démocratie. Quand on regarde qui ne vote pas, c'est qui? Les plus précaires, les ouvriers, ceux qui sont aux aides sociales et les plus jeunes. C'est pour ça que je parle d'un suffrage censitaire. Finalement, ne votent que ceux qui trouvent un intérêt quasi personnel à la continuation d'un système politique qui s'entretient lui-même.
Et donc les Français acceptent de fait, finalement, un suffrage censitaire où ce sont les plus riches, les plus intéressés personnellement qui vont participer à l'exercice démocratique. C'est extrêmement grave, extrêmement dangereux parce que c'est même plus de la désaffection ou de l'indifférence, c'est une forme de retrait, de retrait de la société, de retrait du champ démocratique. Et la grande question, c'est où vont s'exprimer politiquement ces précaires, ces jeunes, ces ouvriers, qui aujourd'hui sont les premières victimes de la politique néolibérale qui est menée dans ce pays depuis des décennies. Mais ceux-là, finalement, aujourd'hui, on les a quasiment exclus, y compris de leur droit de vote. Vous savez, il y a un grand sujet aujourd'hui, c'est le non-recours. Il y a plein de Français qui ne demandent plus les aides sociales auxquelles ils ont droit, ne demandent plus, n'exercent plus leurs droits. Ne portent pas plainte quand ils auraient envie de porter plainte. Par exemple, pour les agressions sexuelles pour les femmes, on en a beaucoup parlé. Eh bien, le dernier droit, qui était ce droit civique, ce droit de participer, ben là aussi, la moitié des Français, plus de la moitié des Français, renoncent à exercer ce droit. Ce renoncement à l'exercice de droit, c'est une vraie question pour tous les responsables politiques. Et il faut absolument qu'Emmanuel Macron arrête d'encourager, d'une certaine manière, par son indifférence vis-à-vis du débat public, cette renonciation au droit. Alors, quand vous posez la question aux abstentionnistes, vous parliez des plus précaires, pourquoi ils ne vont pas voter, la réponse qui revient le plus souvent, c'est « ça ne va rien changer à mon quotidien ». Mais oui, c'est ça le problème, c'est qu'il faut que les politiques s'insèrent dans le quotidien des Français, trouvent des solutions. Ça s'appelle un suffrage censitaire. Circuler, il n'y a rien à voir. J'ai rien pour vous, donc c'est même pas la peine de vous déplacer pour aller voter. Sébastien Ley. Oui, moi je crois, je souscris à cette analyse, mais je crois qu'il y en a une seconde aussi qu'on peut plaquer qui est encore plus importante, c'est que comme dans toutes les démocraties occidentales, on trouve cette opposition entre un bloc élitaire qui est bien représenté par Emmanuel Macron et un bloc populaire qui n'a pas de représentation. Il y a des pays où ça a été des coalitions de gauche et de droite, ou des droites populistes qui l'ont incarné. On ne retrouve pas ça en France et Emmanuel Macron, il arrive à se perpétuer au pouvoir parce qu'il y a une forme de barrage contre ce qui est présenté comme des formations. Et pourtant, ils auraient pu se retrouver, vous parliez, Nicolas Corato, de retrait, ils auraient pu se retrouver, par exemple, chez Jean-Luc Mélenchon, qui a de vraies propositions mais non, parce sociales, temps de travail, retraite. Jean-Luc Mélenchon mobilise cet électorat en partie, mais ça ne suffit pas. Et la grande problématique pour Jean-Luc Mélenchon, c'est de mobiliser l'électorat de gauche, qui ne va pas voter. Mais que le bloc populaire, il est justement fragmenté. Je disais, la désaffection physique, c'est civique, et la fragmentation partisane. Le bloc populaire, il n'est pas représenté par une formation en France qui pourrait vaincre Emmanuel Macron. Il est éclaté finalement entre des éléments d'extrême gauche, de l'extrême droite, peut-être des souverainistes qui votent encore pour Reconquête ou pour LR. Et c'est la fragmentation, en fait, la multiplication des partis et l'absence de coalition aussi, parce que quand vous n'avez pas un vrai régime parlementaire, vous n'avez pas de coalition. Quand vous avez un régime parlementaire comme en Allemagne ou en Italie, les gens sont obligés de se parler. Vous verrez que Reconquête sera obligé de parler à LR et au RN, etc. Au-delà des barrières idéologiques. Là, non. Dans l'idée qu'ils vont prendre la tête avec la présidentielle et qu'ensuite ils contrôleront tout le pays. Or, Emmanuel Macron, lui, il est assez cohérent avec le bloc élitaire. Le bloc élitaire, il est plutôt minoritaire en France. Il arrive à faire 25% pendant les élections, mais enfin, c'est avec des participations tellement faibles que ça fait en fait 18-19% des gens à la présidentielle, 12% aux législatives. Mais ça suffit pour l'emporter, puisque en face, il n'y a pas de voie claire pour les gens qui sont dans une forme de désespoir économique, social et identitaire, pour donner leur bulletin à quelqu'un. Vous avez des différentes chapelles idéologiques, différentes parties, et c'est cet éclatement-là où l'absence d'une figure populaire comme ça peut apparaître en Italie, en Angleterre ou aux États-Unis, qui pourrait canaliser là cette frustration, si vous voulez, par rapport aux élites. Donc Emmanuel Macron, lui, c'est le seul qui est cohérent avec lui-même et où les troupes sont cohérentes avec leurs idées, finalement. Ce sont les autres qui, dans leur incapacité à discuter ou à incarner ce dont il parle, à savoir des revendications populaires, échoue en permanence. Vous parlez de retrait, Nicolas Corato, mais finalement, c'est bien plus grave que ça. Par exemple, les syndicats n'ont pas réussi à mobiliser, n'arrivent plus à mobiliser. On met entre parenthèses les gilets jaunes, mais on a l'impression que les Français n'arrivent même plus à aller dans la rue pour contester. Regardez le pass sanitaire, le masque, la crise du Covid n'a pas du tout mobilisé les Français qui sont comportés en bons petits soldats. Est-ce que ça peut être comme ça à la rentrée en septembre? Mais vous savez, c'est ce qu'on appelle aussi le parti de l'ordre.
C'est facile d'aller manifester aujourd'hui? Ça donne envie d'aller manifester? Non, c'est compliqué, ouais. Quand vous avez envie de descendre dans la rue, vous avez envie d'exercer votre droit de grève quand vous voyez la manière dont les libertés syndicales sont malmenées dans les entreprises. Vous avez envie d'être dans un syndicat quand vous voyez que le président de la République lui-même fait fi de leur avis pour avancer dans les réformes sociales. Une fois que vous tapez sur les corps intermédiaires et que d'une certaine manière vous dites circuler, il n'y a rien à voir, que les manifestations sont quand même très encadrées, pour pas dire pire, très réprimées. Effectivement, vous ne donnez plus envie et vous arrivez à ce parti de l'ordre qui est un parti qui va avec effectivement la politique économique et sociale qui est menée. Encore une fois, c'est facile l'ordre. L'ordre, c'est très facile. Maintenir l'ordre, c'est très facile. C'est juste une question de moyens. La justice, et notamment la justice sociale, c'est beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, les Français qui sont dans une situation d'injustice sociale, ils n'ont même plus le droit d'aller manifester, donc ils restent chez eux, et ils ne vont même plus manifester leur devoir citoyen, leur droit citoyen d'aller voter. Et d'une certaine manière, on peut les comprendre. On parle d'un retour, on fantasme beaucoup depuis quelques mois sur un éventuel retour des Gilets jaunes sous une autre forme. En une minute, un peu moins d'une minute, tiens, Sébastien Lay et juste après Nicolas Corato, est-ce que vous y croyez ? L'histoire ne repasse jamais les plats deux fois de la même manière. Donc ça pourra pas être les Gilets jaunes bis ou 2.0. Ça sera autre chose. C'est vrai que ce qui nous incite à penser ça, c'est qu'il y a rappelez-vous, là, en 2019, c'était des éléments économiques finalement sur le prix du carburant, etc., qui reviennent avec l'inflation. Mais je pense que ça prendra une forme très différente cette fois-ci. Nicolas Corato. La Fondation Jean Jaurès remettait un rapport en décembre 2021 qui décrivait une société française fatiguée par la crise Covid, fatiguée par une forme de désespérance par rapport à l'avenir, en forme de dépression. Les sociétés en forme de dépression, personne ne sait comment elles évoluent. Elles peuvent continuer leur dépression très longtemps et devenir quasiment des ombres, ou elles peuvent se révéler et avoir des soubresauts. On verra dans les mois qui viennent ce qui se passera. Merci à vous, Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Grande plaidoirie, grand procès, c'est le livre de Nicolas Corato aux éditions Iridium. Et merci à vous, Sébastien Lay, entrepreneur, économiste, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Dans un instant, le Loft Music avec Yvan Cujous qui reçoit Stone et Hugues Coltman. À tout de suite.